Pour organiser cette réflexion, permettez-moi quelques remarques qui l'introduiront, si je puis dire. Tout d'abord, une question implicite dans le sujet qu'il me revient d'aborder, c'est peut-être la question de la richesse, d'autres diront le bien-être, pourquoi pas le bonheur. Alors je ne sais pas si j'arrange ma paroisse en passant de la production à la richesse, au bonheur ou au bien-être, mais vous imaginez bien que la réponse des économistes sur ce sujet ne peut être que partielle, puisque nous allons chercher à quantifier, une notion d'indicateur, de mesure, une notion qui renvoie évidemment à la subjectivité humaine, à l'immatériel. Alors c'est sans doute un petit peu présomptueux de ma part, et pourtant, deuxième remarque, n'est-il pas important, voire intéressant, de conduire cette démarche, en tous les cas, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la politique en général, à la politique économique en particulier, doivent bien se soucier de savoir de quoi nous parlons et pourquoi nous en parlons. C'est dire que, vous l'avez compris, je voudrais commencer par mettre en avant le caractère limité de mon intervention. Je ne prétends pas régler toute la question, mais contribuer en partie à l'éclairer. Que je vais le faire dans un cadre d'analyse qui est précis, celui des économistes. Et nous avons entendu ce matin que finalement on avait quelquefois intérêt à écouter un peu les économistes et que peut-être que certaines questions seraient mieux réglées si on tenait compte de leur raisonnement. Ce qui ne nous empêchera pas de faire preuve de modestie, évidemment. J'ai associé famille et richesse dans la question que je posais. La plupart d'entre vous vont dire mais c'est naturel, a-t-on besoin d'une intervention, d'une communication sur le thème de famille et richesse? C'est tellement évident, y a-t-il besoin d'argumenter? Il n'y a rien à démontrer, merci, circulez, il n'y a rien à voir, j'ai fini, j'ai respecté mon temps de parole, mais je reste quand même un petit peu. Parce qu'il y a une autre façon complémentaire de poser la question, apparemment en tous les cas plus précise, c'est celle de s'interroger sur la façon dont la famille peut contribuer au développement. Alors voilà un terme, là encore, qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Il est souvent question de développement durable aujourd'hui. Avez-vous remarqué, je vous invite à la réflexion, que tous ceux qui parlent du développement durable font généralement, pour ne pas dire toujours, l'impasse sur les questions de population en général, de famille en particulier. On parle du développement durable comme si la démographie, comme si la famille ne pouvait pas contribuer à cette perspective. C'est assez curieux. Dernière remarque, il me semble que la réflexion à laquelle nous nous risquons depuis ce matin doit déboucher sur quelques conséquences pratiques. Vous attendez probablement un certain nombre de choses à ce sujet, et c'est pourquoi je vous propose de développer, non pas mon argumentation, mais ma réflexion, en espérant que vous m'accompagnerez jusqu'au bout, en 3 points, ce qui permet de justifier un peu plus précisément le titre de cette intervention. Premier point, sous forme de question, quelle richesse? Cela recouvre la notion de production et pose le problème de la mesure et de la définition, bien sûr, d'un indicateur. Deuxièmement, quelle place pour la famille dans la société, dans une perspective économique évidemment de mon point de vue, c'est en cela que ce n'est que partiel. Et troisièmement, quels enseignements peut-on en tirer en matière de politique économique? Alors la question de la richesse, puisque j'ai associé richesse et production. J'ai associé richesse et production en sans originalité. Je vous fais remarquer, et cela n'est pas de mon fait, que dans la plupart des pays du monde, pour ne pas dire dans la totalité des pays du monde, la richesse est mesurée par la production. Et je n'ai pas le temps de le développer, mais ceci n'est pas très surprenant d'associer en quelque sorte richesse et production. Cela renvoie évidemment à la façon de mesurer cette production et finalement à la question du prix que l'on va accorder à cette production ou, en d'autres termes, de la valeur. Si on parle de prix ou de valeur, on pose une question de mesure. Et dans ce cas-là, je dois distinguer ce qui fait l'objet d'un échange sur un marché,
puisque le fait que cet échange se réalise sur un marché me permet de déterminer un prix, ce qui est une façon de mesurer la valeur, mais tous les échanges ne se font pas sur un marché, et ne croyez pas que les économistes ne s'intéressent et n'étudient que les prix, et que des échanges marchands. Nous avons là la distinction que vous connaissez très bien, car la réflexion que je vous propose ne consiste simplement qu'à révéler des choses que vous savez déjà, bien sûr. Nous distinguons naturellement la production marchande de la production non marchande. Donc nous le faisons déjà. Je signalerai simplement, pour votre information, que la définition de la production n'est pas quelque chose d'immuable. Cette définition a évolué au cours du temps, et je le précise parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ce qui a évolué hier ne puisse pas évoluer demain. Et ceci vous donnera peut-être quelques raisons d'espérer, de se dire qu'après tout, si nous nous lamentons d'une situation à un moment donné, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en changer. Certes, nous avons aujourd'hui, nous les économistes en tous les cas, retenu une solution pour définir et donc mesurer la production. On peut considérer que c'est la moins mauvaise à un moment donné, étant donné notre niveau de connaissance, mais je ne vois pas à quel titre on dirait que cette définition ne puisse pas changer. Je le dis, pourquoi ? Parce que vous allez voir que nous allons remettre en cause un certain nombre de choses, et je vois déjà, peut-être pas ici dans la salle, mais dans la mesure où vous transmettrez et que vous ne ferez que, je vous transmets un témoin que vous allez évidemment utiliser dans vos propres argumentations, vous vous trouverez en face de sceptiques qui vous diront, écoutez, si on fait comme ça, c'est sans doute qu'on ne peut pas faire autrement, des gens très intelligents ont fait ainsi, et donc circuler, il n'y a plus rien à voir. En fait, la notion de production a évolué tout au long de l'histoire. Même si on parcourt cette histoire très rapidement, on s'aperçoit que les réponses sont différentes. En revanche, il y a quelque chose de permanent ou de récurrent, c'est qu'on parle de production dans la perspective de répondre aux besoins des individus, à ce que les économistes appellent, pardonnez-moi l'expression, satisfaire ou créer des utilités. Voilà ce qui est central dans la notion de production, et nous pouvons retenir cette idée, mais qui est plus qu'une idée, cette réalité de satisfaire des utilités. Et c'est simplement ce qui est considéré comme apte à le faire qui est variable, mais non pas le souci de satisfaire des utilités. Imaginez-vous aujourd'hui que dans le passé, certains ont considéré que seule la terre était créatrice de richesses. Pouvez-vous imaginer que pendant longtemps, l'activité commerciale, mais aussi artisanale, n'était pas comptabilisée ? Pensez-vous qu'il soit possible de considérer que l'activité des administrations, qu'elles soient privées ou publiques, ne doivent pas être prises en considération ? Si on vous disait cela aujourd'hui, vous direz, mais ce n'est pas brut, qui sert pas seulement en France, mais partout dans le monde, d'indicateurs, d'instruments de mesure pour apprécier la réalité de cette richesse. Ce n'est d'ailleurs pas le seul indicateur, mais si c'est celui qui est le plus souvent utilisé, puisque, simultanément, d'autres indicateurs, et je n'évoquerai qu'un autre très couramment utilisé également, et je passerai sur les autres possibilités, l'indicateur de développement humain, qui va intégrer cette notion de production à laquelle je viens de faire allusion, le PIB, en y ajoutant des notions telles que le niveau d'éducation, l'état sanitaire, pour apprécier le niveau de développement. C'est aussi une façon de montrer qu'il n'y a pas de consensus, et ça nous arrange d'une certaine manière, puisque ça prouve que nous pourrons peut-être inventer d'autres façons de procéder. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses politiques, aujourd'hui, sont définies à partir des indicateurs qui sont délivrés par ceux que je viens de citer. Et il serait donc curieux de ne pas envisager de nouvelles formulations si on veut élargir notre capacité à apprécier ce qui est susceptible de répondre à ce que j'ai appelé des utilités, c'est-à-dire tout simplement les besoins humains. Et c'est là où l'idée d'ignorance fait écho en quelque sorte, dans la mesure où nous pourrions, à la réflexion, constater qu'un certain nombre de capacités de répondre à des besoins humains ne sont pas prises en compte, ce qui risque de nous désorienter
au sens propre, à savoir de nous conduire à définir des politiques qui ne sont pas adaptées tout simplement à ce que nous voulons faire. Réciproquement d'ailleurs, nous pouvons nous attendre à ce que les comportements des êtres humains, les choix qu'ils font, les préférences qu'ils expriment, soient influencés par la façon dont on apprécie plus ou moins bien le résultat de ces comportements. Cela renvoie à la théorie des incitations. Le nom suffit pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut faire référence. Et c'est dans cette perspective qu'il me semble qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'une question récurrente se trouve posée, à savoir celle de la façon de traiter toutes les activités que nous déployons, aboutissant à la production de biens et de services qui sont conservés par ceux qui les ont produits eux-mêmes. Et derrière, il y a la fameuse notion de production domestique, c'est-à-dire tout ce qui est réalisé dans le cadre domestique, ça renvoie à domus, la maison, dans le cadre familial finalement, dans le cadre de la maison, et qui n'est pas comptabilisé, sauf aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que techniquement on peut faire évoluer les choses, si on évalue par exemple la valeur qui est créée par les propriétaires qui habitent leur propre logement. Ils ne versent pas de loyer, alors on fait comme si ils se versaient un loyer pour pouvoir apprécier le service rendu. Donc vous voyez qu'on sait faire, mais on pourrait s'imaginer de développer ce genre d'argumentation. Et le propos de cet après-midi, c'est bien celui de s'interroger pour savoir quels enseignements nous pouvons tirer de toutes ces réflexions à propos de la famille aujourd'hui. En d'autres termes, celle-ci doit-elle être... J'ai entendu tout à l'heure les diverses définitions qui ont été proposées et je retrouve bien celles qu'on utilise. Si je vous dis que l'économiste que je suis ne définit pas la famille, il définit le ménage. Et la composante la plus importante des ménages étant les ménages familiaux, c'est-à-dire ce que vous entendez très naturellement comme étant famille. Et qu'est-ce qui définit un ménage ? C'est le fait de consommer. C'est une unité de consommation. C'est ça qui correspond à la notion de ménage. Et quand on associe la famille à la notion de ménage, que veut-on dire ? On veut dire qu'au sein de la famille, on consomme. Et en d'autres termes, ça revient par négatif à dire, à refuser d'envisager qu'il y ait une production, c'est-à-dire une satisfaction de besoins individuels au sein de la famille. Ceci aussi, je voulais le soumettre à votre réflexion et je suis sûr que votre bon sens vous permettra de comprendre toutes les limites ou les insuffisances d'une telle façon de concevoir les choses. Donc aujourd'hui, la famille est définie à travers la notion de ménage comme un lieu de consommation et absolument pas comme un lieu de production. Alors, ceci, effectivement, nous pose un certain nombre de problèmes. Pour simplifier, pour ne pas être trop long, et peut-être pour évacuer une partie du propos, ou peut-être pour me faire réinviter une prochaine fois à un moment où il fera plus beau dans ce cher sud que je ne découvre pas, mais dans lequel je n'ai pas rarement l'occasion d'aller. Supposons, je vais peut-être vous choquer si vous pensez que c'est aller vite en besogne, que les membres de la famille reçoivent directement une satisfaction d'ordre sentimental, d'ordre psychologique, et que cette satisfaction n'a pas besoin d'être mesurée de façon marchande. Bien sûr, il serait intéressant d'en apprécier l'importance dans certains débats actuels pour savoir sur le modèle familial retenu s'il n'y a pas évidemment des situations qui sont plus favorables que d'autres, mais supposons, je ne me risque pas à essayer d'apprécier cela. Je me contente de m'interroger avec vous pour savoir si ceux qui décident de mettre au monde des enfants et de les élever rendent un service non pas à eux-mêmes en termes de satisfaction, non pas à leurs enfants en termes d'éducation, mais à la société. Ce que les économistes appellent une externalité positive. Voilà un gros mot, si je puis dire, mais qui, là encore, veut simplement dire que lorsque j'agis pour ma satisfaction personnelle, il arrive que mon action crée un bien-être pour d'autres. Il arrive aussi le contraire, et on appellera ça une externalité négative. Mais ici, supposons qu'il y ait une externalité positive. Les économistes savent traiter cela
Dans la théorie la plus traditionnelle, ils disent, bon, ben, ça donne lieu, quand il y a des externalités, à ce qu'ils appellent des biens publics, et dans ce cas-là, ça justifie l'intervention de l'État à travers des subventions ou des impôts. Et puis, mais comme les économistes sont aussi des chercheurs et qu'ils réfléchissent, des développements plus récents de la théorie économique ont mis en évidence le fait que la présence d'externalités pouvait être réglée en réinstaurant, la juriste est partie croyant que j'allais dire un gros mot, mais je voulais parler de l'importance de la définition des droits de propriété. Je fais allusion ici à tous les développements récents en termes d'analyse économique du droit, car les économistes et les juristes savent aussi collaborer, et qui montrent qu'en réinstaurant des droits de propriété, on peut arriver à corriger ou à permettre que ces externalités positives perdurent, alors que naturellement, si je n'y ai pas d'intérêt, eh bien, je vais être conduit à faire en sorte que les comportements qui les produisent finalement soient plus entrepris. Donc c'est bien la question de la place occupée par la famille dans la société qui est posée à travers cela. Et madame, vous avez parlé de la famille cellule de base de la société. Qui ne dit pas cela aujourd'hui? Mais je vous pose la question de façon un peu brutale peut-être, mais est-ce que la famille est toujours considérée comme la cellule de base de la société, cellule de base de la société? Si les mots ont un sens, c'est très fort. Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un choix de vie d'ordre privé? Est-ce que c'est une institution ou est-ce que c'est simplement un mode de vie? Si on ne pose pas la question ainsi et si on n'y répond pas, vous vous imaginez bien qu'on passe à côté de l'essentiel. D'où l'intérêt de s'interroger, j'espère que vous êtes toujours en train de réfléchir avec moi, pour savoir quelle est la place de la famille dans la société ou quelle peut être la relation entre famille et société. J'avais noté que c'est au bout d'un quart d'heure au milieu de mon intervention que je devais arriver à ce stade et je crois que je suis à peu près au milieu de ma communication. J'ai commencé à 20, c'est ça? Vous voulez que j'aille plus vite? Alors, non, mais je respecterai la demi-heure de façon parfaite. Donc, je voudrais, pour traiter de la place de la famille dans la société, d'abord regretter, mais peut-être que je suis en train de tendre les verges qui vont me permettre d'être fouetté, parce que je suis peut-être responsable de cette pauvreté des analyses, au moins du point de vue économique, pauvreté des analyses des réalités familiales, qui nous empêche de poser correctement les diagnostics. De nombreux services sont pourtant rendus au sein de la famille, et ces services peuvent être considérés de ce point de vue comme contribuant au développement de la société. Quelques exemples. La production d'hommes. Eh bien oui, il faut bien les produire, ces petits d'hommes. Là encore, si le vocabulaire ne vous plaît pas, vous voyez bien l'idée qui est derrière. Si on ne produit pas des hommes, eh bien le renouvellement des générations ne sera pas assuré, le dynamisme démographique ne sera pas assuré. Or, toutes les analyses, toutes les théories économiques, que je n'ai pas le temps, et peut-être que c'est pas ce que vous attendez d'ailleurs, de développer ici, mais la théorie économique nous enseigne que si la croissance démographique n'est pas suffisante pour assurer le développement économique, elle est au minimum nécessaire. On ne connaît pas de société qui se soit développée dans une situation de stagnation démographique. Et comme je ne veux pas ajouter de pessimisme à celui, et ce n'est pas une critique de ma part, étant donné la hauteur de vue et la tenue des propos de ce matin, mais je trouve qu'on est presque trop gentil parce qu'on se console en se comparant, et quand on dit qu'on est moins mauvais que les autres, ça ne veut pas dire qu'on est bon, mais en question de remplacement des générations, même la France, malheureusement, ne rend pas une copie qui atteint la moyenne. On se renouvelle pas... On est dans une situation moins mauvaise que nos partenaires européens, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une bonne situation. Donc économiquement, ça ne tient pas. Sans production d'hommes, la croissance et le développement économique n'est pas assuré. La formation du capital humain, là aussi, je m'appuie sur ce qui a été dit ce matin et ça me facilite les choses. Qu'est-ce que c'est que ce capital humain, cette formation du capital humain? C'est le fait que tous, autant que nous sommes toute notre vie des consommateurs, depuis le premier instant jusqu'au dernier instant. Et nous sommes une partie de notre vie des producteurs.
Et il faut passer de ce statut de consommateur à celui de producteur, c'est-à-dire un producteur, c'est quelqu'un qui est apte à satisfaire ses propres besoins, c'est-à-dire à atteindre un niveau d'autonomie et de liberté. Mais cela n'est pas... Chez le petit homme, c'est plus long que dans d'autres espèces d'ailleurs. Il faut un certain nombre d'années, c'est l'économiste qui parle, mais c'est aussi le père de famille, j'en témoigne, il faut un certain nombre d'années pour amener le petit homme à passer de consommateur à producteur, c'est-à-dire à acquérir un certain nombre de qualités techniques, là c'est le professeur qui parle, intellectuelles, morales, qui permettront effectivement de contribuer, de participer à la production. Et je m'interroge avec vous pour savoir si le rôle des parents, sans être exclusif, n'est pas important et n'est pas nécessaire et ne devrait pas être négligé pour assurer une certaine efficacité à cette formation du capital humain. Les théories économiques de la croissance les plus récentes mettent l'accent sur l'importance du capital humain pour expliquer le développement économique. Enfin, parce qu'il faut bien que je limite le propos, la nécessaire cohésion sociale, là encore, c'est d'actualité. On parle de famille, petite société au sein de laquelle l'apprentissage du vivre ensemble est possible. Je suis très surpris puisque mon âge me permet d'évoquer le fait que lorsque j'étais jeune, très jeune parent, les grands débats d'actualité, ça va vous paraître là encore complètement dépassé, c'était la mixité à l'école. Et je me souviens de longs débats où on s'interrogeait pour savoir si l'école devait être mixte ou pas mixte. Il existait, eh oui, mesdemoiselles, messieurs, étudiants ou autres, il y avait des établissements scolaires qui étaient réservés soit aux filles, soit aux garçons. Il y avait beaucoup de débats. Et je disais à l'époque, mais écoutez, la mixité qui vous paraît si importante, mais c'est dans la famille qu'elle se vit d'abord, parce qu'on ne choisit pas si on a des frères ou des sœurs, donc on la joue. Et c'est aujourd'hui... maintenant que le problème de la mixité a été réglé dans les écoles, on dit il faut que ça soit mixte partout, qu'on va nous expliquer qu'il peut y avoir des familles où il n'y a que des hommes ou que des femmes. C'est un peu curieux quand même. Et tout cela pour dire que la famille rend aussi un rôle de ce point de vue-là, et il s'agit de le reconnaître. Finalement, la famille est à l'origine d'une véritable richesse. Elle est en ce sens un véritable lieu de production, d'enfants d'abord, de capital humain ensuite. Certaines de ces activités, et c'est peut-être finalement un mal pour un bien, peuvent être sous-traitées. Certaines de ces activités sont sous-traitées soit par le marché, mode de garde ou école privée par exemple, soit par nationalisation, crèche ou école publique. C'est intéressant parce que ça peut nous permettre justement d'apprécier par comparaison la vraie valeur de ce qui est fait au sein de la famille. Et cela devrait nous inciter à refuser cette ignorance du service rendu à la société par les familles. Quels enseignements alors en tirer? Mais je dirais qu'il faut commencer par s'accorder. C'est sans doute pas suffisant, mais ça passe par là, et rares sont nos responsables qui prennent le problème par ce bout de la lorgnette. J'espère que ce n'est pas le petit bout. Il faut commencer par s'accorder sur la nécessité de dépasser la conception actuelle selon laquelle la famille ne serait qu'un lieu de consommation. L'énumération de tous les services rendus par la famille justifierait qu'on reconnaisse que la famille est aussi un lieu de production. Et c'est à partir de là, et à partir d'un raisonnement et de la raison, que l'on pourra éventuellement avancer et faire un certain nombre de propositions. Ces propositions, je vais juste les énumérer pour montrer qu'il y a des possibilités très concrètes derrière mon propos, mais je crois que le plus important était de bien poser le problème. On le voit à travers les différentes façons de mesurer le PIB. Le PIB non marchand, on le mesure, donc on peut mesurer des activités non marchandes. Nous savons le faire. Je ne m'étendrai pas sur la question des retraites qui a été magistralement présentée par mon collègue et néanmoins ami Jacques Bichot, parce que je crois que mon propos va parfaitement dans le sens qu'il a développé ce matin pour expliquer comment un vrai système de retraite devrait être fondé sur cet investissement dans le capital humain. En matière de fiscalité, puisque nous annonce une mise à plat de la fiscalité, alors là, nous sommes en mesure de faire plein de propositions. À partir du moment où la famille est considérée comme un lieu de production, alors appliquons des techniques fiscales et comptables qu'on applique dans l'entreprise pour amortir ce qui est investissement dans le capital humain.
jusqu'à preuve du contraire, dans les entreprises, on n'est pas imposé sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice, et que le bénéfice, il est calculé en retranchant les dépenses, que les dépenses d'investissement dans le capital humain soient retranchées du revenu avant qu'il soit imposé. Tout cela me paraîtrait parfaitement cohérent d'un point de vue économique et très efficace du point de vue du développement. Enfin, dans la mesure où le produit des prélèvements obligatoires, puisque la fiscalité est au centre de nos préoccupations, est utilisé pour faire un certain nombre d'infrastructures, de financer des infrastructures qui servent à la communauté que nous constituons, alors pourquoi ne pas inventer des systèmes d'impôts négatifs pour les foyers fiscaux qui internalisent le mode de garde, c'est-à-dire qui n'utilisent pas ce qui est réalisé par ces prélèvements obligatoires pour atteindre le même objectif, peut-être d'ailleurs d'une meilleure façon, mais je ne vais pas jusqu'à là dans mon propos, ou d'instaurer des revenus de substitution pour ceux qui choisissent de consacrer une certaine partie de leur vie à cette formation du capital humain. En conclusion, au moins provisoire, puisque je ne voudrais pas que mon propos soit considéré comme une fin en soi et comme clos une fois ma bouche fermée, je voudrais dénoncer un glissement sémantique qui risque de nous faire perdre de vue la réalité des choses, ce qui, pour moi, est la définition d'une idéologie. Reconnaissons que la reconnaissance de la famille suppose, non pas d'en faire une assistée ou l'objet d'une politique d'assistance, comme il convient, comme c'est le cas lorsque on traite des échecs ou des maladies. À plus forte raison, le but n'est pas d'étatiser la famille, mais bien de la traiter comme la traduction d'un choix personnel, libre et responsable, susceptible de profiter à tous. Mais pour cela, il faut évidemment qu'il y ait la justice en retour de cette reconnaissance. Et on peut être très, très surpris lorsque les responsables politiques nous disent que la vie familiale est affaire strictement privée, se privant en quelque sorte, en disant cela, ils se privent du fait de l'apport de la famille à la vie sociale, mais ça n'est pas mieux du côté des économistes lorsqu'ils évaluent à 0 la production domestique, car c'est bien le cas aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit au début de mon propos, les choses qui sont faites pour être changées ou améliorées, et je ne désespère pas qu'un jour, on considérera qu'effectivement, la famille est une véritable entreprise qui permet de répondre à la satisfaction des individus. Je vous remercie.